Bonjour les amis et bon lundi. On va dire que pour tous ceux qui étaient en classe d'examen, c'est une semaine qui démarre naturellement. On est un peu plus détendu parce qu'on a fini de composer. Oui, il y a peut-être de l'inquiétude parce qu'on ne sait pas ce qu'on a produit, mais nous, on espère que vous avez fait du bon travail et on attend avec impatience les résultats pour dire oui, malgré la situation, vous avez bien bossé. En tout cas, merci de choisir BFA, merci de nous regarder, merci d'être fidèles à nos programmes lundi. Vous le savez, le Loft, encore une fois, on se retrouve. On échange autour d'un sujet, on apprend ensemble, on partage, on échange, c'est l'objectif, mais également on rigole, on se divertit. Et on a le plaisir aujourd'hui d'avoir sur ce plateau avec nous. Alors, vous l'aimez bien, elle est toute jolie, elle est toute pétillante, elle c'est Philly et j'espère qu'elle a passé un agréable week-end. En tout cas, on va lui demander et elle nous dira comment ça s'est passé. Alors, Philly. Bonjour Stéphanie. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Tu es toute belle et j'aime beaucoup ton style en ce moment. Comme toi? Tu es un peu orientale en ce moment. Oui. Qu'est-ce qui t'inspire ça? À défaut de prendre un avion pour voyager, je ramène l'Orient chez moi. Ah, c'est comme ça que je fais. En tout cas, ça te va super bien, franchement. Merci. Ça va bien? Ça va. Le week-end? Bien, et je profite même pour te souhaiter bonne année. Ah oui? Ah oui, l'année africaine. Ah, c'est vrai. On est à l'an 6257. Donc, on a fêté l'année africaine hier. C'était sympa. T'as fait quoi le premier jour. J'ai retrouvé un groupe de jeunes étudiants, je crois, qui militent pour la cause africaine. Exactement, qui militent beaucoup pour la cause africaine, dont Serge Bayala, du Centre Griffe. Et c'était bien, on a bu du, comment on appelle ça, bissap, un truc africain. Africain. Exactement, et il y avait un calendrier, j'ai oublié d'amener le calendrier, mais sinon il y avait un joli calendrier qui accompagnait. Tu nous l'amèneras. Je vous l'amènerai, et ça fait bizarre de voir qu'on vit quand même, l'Afrique est là depuis 6000 ans, environ. Donc, exactement. Voilà, donc c'est un 31 décembre, c'est un 1er janvier, c'est hier, c'était le 1er janvier. On n'est pas berceau de l'humanité pour rien. Exactement. Donc, c'est ce que j'ai fait pratiquement le week-end. OK. Et puis le reste... Et puis j'ai appris, quoi. Je ne savais pas que l'Afrique... Voilà, et je suis sûre que là, tout de suite, on est beaucoup à avoir appris. Parce que moi aussi, j'ai appris, là, tout de suite. Et je sais que nos téléspectateurs, beaucoup l'ont appris aujourd'hui. Oui. Donc, on va le noter quelque part et on va le garder en tête l'année prochaine. On va préparer le nouvel an. Exactement. Du coup, si le 31, vous êtes les poches vides, dites à madame ou à monsieur, t'inquiète pas, c'est pas encore arrivé. Il n'a qu'à attendre. C'est en juillet. C'est en juillet que ça se passe. C'est le début de l'année. Exactement. Donc, ouais, c'était bien. D'accord. Et toi, tu as fait quoi? Je me suis reposée beaucoup. Toi, tu te reposes tout le temps. Il faut dire les choses. Hein. Tu sais, Alex n'est pas là aujourd'hui. Donc, Alex je vais essayer de titiller un peu. Non, attends. Alex n'est pas là parce qu'il fait la fête tout le temps. Donc, souvent, il se réveille tard le petit matin. Non, mais j'ai eu une semaine où, en fait, la semaine dernière, je suis dans une dynamique où je suis en train de lancer ma plateforme d'accompagnement à l'orientation pour les élèves. Avec les examens qui s'approchent, on est en train de vouloir communiquer beaucoup sur ça. Et on espère organiser un événement pour les bacheliers. Inch'Allah. On ne sait pas. Je vais l'organiser pour toi. Amen. C'est vrai en plus, je ne sais même pas pourquoi je me casse la tête. Alors que tu peux gérer ça, t'inquiète. Je suis là. Je viens de voir. Et du coup, quand j'arrive le samedi, c'est fini. Je suis vidée. Donc, du coup, je me suis reposée. Il faut qu'on change un peu les choses. Et Stéphanie, amuse-toi un peu. Trop de sérieux. À moins que tu me dises pas tout. Hein. Je te dis tout, d'accord, j'ai compris. Je vais m'amuser un peu plus. Super. On a la chance d'avoir aujourd'hui sur notre plateau notre maman. Alors, moi j'ai envie de dire, c'est la maman de tous les jeunes africains, parce qu'on l'appelle affectueusement Maman Africa. Donc, elle est coach en développement personnel et endogène. Elle fait dans la médiation pour la paix. Elle est une femme politiquement engagée. Elle est également engagée pour la cause de la femme. Aujourd'hui, franchement, on est très honorés d'avoir sur ce plateau avec nous Madame Juliette Congo. Bienvenue, maman. Merci, ma fille. Comment ça va? Contente de te retrouver. Ça fait plaisir également. Comment était le week-end de maman? Mon week-end s'est passé à Koudou. D'accord. Et j'ai dû couper mon séjour à Koudou pour revenir pour votre émission. Et à la fin de l'émission, je vais repartir à Koudou. Voilà, parce que hier, samedi du moins, on a fait un gala avec le diocèse de Koudou, l'aumônerie catholique, qui a une grande ambition, celui de créer un institut, ou bien on dit un institut. Un institut. Voilà, qui va s'occuper des sciences africaines. OK.
Alors, ça tombe bien que ça se soit passé hier. Quand on parle de ça, oui. et qu'on ne m'y trouve pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un souci quelque part. Voilà. Non, tout le monde n'est pas là. C'est sûr que tout le monde n'est pas là. Voilà. Alors, donc, j'ai eu l'honneur d'être avec Monseigneur Joachim Douamba. Et j'ai dit Joachim Douamba, Joachim Ouedraogo, l'évêque de Koudgou, et son auxiliaire, Monseigneur Bazier, Alexandre. Et toute la jeunesse africaine catholique très engagée pour repartir dans les racines africaines, pour découvrir qui ils sont. Et c'est très important. N'hésitons pas que pour savoir où on va. Je retourne ce soir parce que je vais animer une conférence à 19h à l'université. On peut avoir déjà le thème, même si on risque de ne pas pouvoir faire. Le thème, c'est la place et le rôle de la jeune fille dans un environnement de paix et de solidarité. Ah, ça, c'est un thème super intéressant. On espère qu'on pourra l'avoir sur les réseaux sociaux pour toutes les jeunes filles qui ne pourront pas effectuer les déplacements. Parce que c'est important. Même si c'est des extraits, trouvera quelqu'un sur place qui va faire... Voilà, des petits extraits. Pensez à nous qui ne serons pas à Koudougou, s'il vous plaît. Ça nous sera vraiment très grande utilité. On pensera à vous. Oui, on espère bien. Moi, j'ai envie de savoir comment maman en est arrivée à vraiment s'engager comme ça dans toutes ces luttes-là. Ben, je dirais simplement que mon enfance a été très ancrée sur les valeurs fondamentales de la femme, de l'Afrique et du royaume Mouaga. Alors, ça fait que, à un moment donné, je me suis sentie interpellée parce que je me rendais compte que tout ce qu'on nous disait quand on était enfant, à la limite, on voit que tout est en train de s'écrouler. Alors, j'ai pris sur moi de créer d'abord une association de femmes qui réfléchit sur comment redynamiser les femmes dans nos valeurs traditionnelles. Et cette association a donné naissance au musée de la femme. Exactement. Et quand j'ai commencé les activités, bon, je ne trouvais vraiment pas mes marques toujours. Jusqu'à ce que je tombe sur une activité à Fadangourma. Et cette activité était liée au camp d'initiation. D'accord. Alors, j'avoue que depuis ce jour, beaucoup de choses se passaient dans ma tête. Ça trottait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et dans qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai rencontré le professeur Poussi Sawadogo. Oui, qui m'a enseigné. Ah! Alors lui, c'est vraiment celui qui m'a le plus inspiré. Oui. Et il m'a fait suivre une formation en coaching. D'accord. Il m'a invité du moins à suivre une formation en coaching. Oui. Et c'est comme ça que mon amour pour le coaching aussi est né. Ah. Et j'ai orienté mon coaching dans le sens du développement endogène. Oui. Parce que cette partie-là n'est pas très... C'est pas exploité du tout, ni dans les écoles, ni dans les universités. On nous plaque un programme qui ne convient pas à nos réalités. Tout à fait. Et moi, j'ai dit, bon, je vais créer pour moi. Oui. Celui qui veut va suivre. Et aujourd'hui, je suis suivie à travers tout le continent africain. Et c'est pour ça que bah bien sûr, les absolument. jeunes Kamites m'appellent Maman Africa. Exactement. Et ça m'a donné vraiment la possibilité de beaucoup voyager, et de participer à beaucoup de conférences, de donner moi aussi des conférences liées à ce que je sais. Parce que comme il faut échanger pour avoir de l'expérience, vraiment, j'ai été très contente de souvent voyager, de découvrir pour les autres, de prendre ce qui est bien des autres pour ajouter à ce qu'il y a chez moi. Oui. Et c'est cette diversité qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de partager tout ce que j'ai dans le cœur et ce que j'ai comme ambition pour l'Afrique. Exactement. On va parler de cette ambition, mais avant, on va dire, quand on parle de développement endogène, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Il y en a qui ne comprennent encore pas aujourd'hui c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle développement endogène. En fait, les gens ils ne se sentent pas concernés, mais quand ils écoutent une seule fois une conférence en développement endogène, c'est eux-mêmes qui demandent maintenant. Ouais. Parce que le tout, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens ont un problème d'identité. Qui nous sommes? C'est ça. D'où venons-nous? Quand elle a parlé de Serge Bayala, j'ai eu chaud au cœur comme ça parce que ce garçon, je l'aime beaucoup.
Je l'aime beaucoup parce qu'il a décidé de faire autre chose que les autres. C'est ça. Et ce autre chose que les autres là m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de lui. Il est venu quand il écrivait son mémoire, me rencontrer, on a discuté et il m'a dit « Ah, ça me fait mal que je ne vous ai pas rencontré plus tôt. » Et moi aussi, je lui dis « Mais ça me fait mal aussi que ce soit maintenant seulement que nous puissions nous rapprocher. » Mais rien n'est perdu parce que le temps qui nous reste à vivre là, on va demander à Dieu de nous donner des bonus. C'est ça. Pour qu'on puisse donner au maximum à la jeunesse africaine. Oui. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme je le disais en début de cette émission, les gens ont un problème identitaire. C'est ça. Et ce problème identitaire a commencé le jour où les Occidentaux sont rentrés dans le continent africain. Soi-disant nous apporter la civilisation qui existait avant qu'eux-mêmes n'existent. Tu me rappelles le nombre d'années déjà? 6257. Quand même. Quand même. Alors, quand ils sont arrivés, ils ont détruit pratiquement le mental des Africains pour pouvoir leur imposer ce qu'eux, ils veulent. Parce que quand tu veux détruire quelqu'un, tu commences par détruire sa culture. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a été sciemment préparé. Ils ont connu l'Afrique dans toute sa splendeur, dans toute sa richesse, avant de commencer maintenant un travail de destruction massive. Et cette destruction massive, c'est quoi? C'est de dire aux Africains qu'ils ne sont rien, qu'ils sont sales. Quand on dit que tu es noir, et comme on connaît la définition du noir, selon eux, mais selon nous, le noir, c'est la puissance. Hein? C'est ça. Il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu as porté une tenue noire aujourd'hui? J'ai porté une tenue noire parce que je voulais faire sortir de ce noir-là quelque chose de brillant pour la jeunesse. Parce que si je quitte ici, je continue à Koudou, comme j'ai dit. Pour les jeunes. Ouais. Voilà. Et on nous a fait comprendre aussi que le noir, c'est le signe du deuil. C'est fou. Le signe du deuil, c'est le blanc. Oui. Mais tout ça, ça a été importé et on nous a mis ça dans la tête et on nous a mélangé. Ouais. Et aujourd'hui, les Africains sont à la croisée des chemins. Exactement. Ils ne sont ni occidentaux, ni africains. Ils sont au milieu des hybrides. Ouais. Et ces hybrides-là, bon, c'est tous ceux-là qui ne connaissent pas leurs valeurs ancestrales. Et ça fait qu'il y a un problème aujourd'hui de communication avec les anciens. Les générations, il y a un conflit terrible de générations. Et c'est un problème pour nous aujourd'hui. Mais Dieu fait bien les choses. Qu'il y ait des gens qui ne sont pas rentrés dans la dynamique du formatage là et qui pensent autrement que les grands intellectuels aujourd'hui qui détruisent ce continent. Oui. L'Afrique a un problème et le problème de l'Afrique, ce sont ses intellectuels. Mais moi, j'ai envie de revenir sur le camp d'initiation endogène. C'est quoi? Oui. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Alors, les camps d'initiation traditionnels, on les appelle de façon traditionnelle les Kyogo. Okay. Les Kyogo, c'est les camps où on forme la femme et où on forme l'homme et tout l'homme. D'accord. Un homme qui a subi l'initiation est différent des autres. Et c'est après avoir subi l'initiation que la femme devient un adulte prête à accomplir ses missions de femme. D'accord. Et l'homme également prêt à prendre sa responsabilité dans la société pour être un responsable dans la société, oui. Dans la communauté. Oui. Et c'est au niveau des Kyogo que, par exemple, les mamans apprenaient aux filles à être femmes. D'accord. À être mères. Ok. À être responsable de communauté à côté des hommes. Okay. Pour la gestion de la vie de la communauté. Oui. Quand une fille n'a pas subi cette formation fondamentale qui régit sa vie, elle a un problème. Après, comment elle se répare? Elle a un problème parce qu'elle ne peut pas vivre en société. Elle n'a pas appris à le faire. Elle n'a pas appris à le faire et ça devient difficile. Dès lors où les Occidentaux sont arrivés,
on nous a fait comprendre que les camps d'initiation, là, c'est du fétichisme, c'est du n'importe quoi. Il ne faut pas faire ça aux enfants. Et moi, je vais dire quelque chose. Je ne suis pas pour l'excision, mais je suis pour la formation qui se fait dans les camps d'initiation. Parce qu'au niveau des camps d'initiation, à la fin, il y a la pratique de l'excision. En fait, c'était un package, en fait, il y avait tout dedans. Tout dedans. Toute l'initiation, puis l'excision. Exactement. Et en voulant lutter contre l'excision, on a jeté le bébé avec l'eau et du l'eau bain. de bain. Ah. Et c'est ça que moi, vraiment, je lutte pour qu'on revienne à ces valeurs-là. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez des mères de famille qui ne sont pas des mères de famille. Des femmes qui ne sont pas femmes. Des femmes qui sont la honte de leur communauté. Des mères qui sont la honte de la République. J'ai dit ça parce qu'elles n'ont aucune valeur intrinsèque en elles. Et c'est ça qui pose le problème aujourd'hui de l'incivisme qui est devenu une gangrène pour tout le continent. Je ne parle même pas du Burkina seulement, parce que c'est dans tous les pays qu'il y a ce problème. Mais une fille qui n'a pas été éduquée, comment peut-elle donner une éducation un jour? Qu'est-ce qu'elle transmet à ses enfants? C'est ça. Au niveau des Kyogo, c'est le système de transmission qui se fait. Le système de conservation et le système d'éducation. Aujourd'hui, on élève les enfants, on ne les éduque pas. C'est deux mots très différents. Moi, je dis toujours, j'ai eu une chance inouïe d'avoir été éduquée par une communauté, mais pas par une femme. Et cette éducation m'a donné aujourd'hui tout ce que j'ai comme paquetage là pour aller partout dans le monde et défendre ce que je peux défendre. C'est ça. Et quand on nous dit, ah, les femmes africaines, elles sont des esclaves, elles sont... Mais c'est faux. C'est comme je dis là, c'est un lavage de cerveau qu'on vous fait systématiquement pour vous dire d'être ce que eux, ils veulent que vous soyez. Et non pas d'être ce que vous devez être. C'est différent. Bah, c'est clair que c'est très différent. Et le problème aujourd'hui, on nous dit, bon, l'homme et la femme doivent être égales jusqu'à demain. Je signe en faux l'égalité de l'homme et la femme. Chacun a son rôle sociétal à jouer. D'accord. Et chacun connaît sa place. Justement, c'est parce qu'on ne montre pas aux filles leur place dans la société et le rôle qu'elles doivent jouer qu'il y a un conflit aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Qui n'est pas censé être, puisque c'est le tout qui forme le monde. Mais oui. Et j'aime toujours faire et prendre l'exemple de la colombe pour montrer aux filles, quand je fais les formations avec elles, en fait, l'homme et la femme, la représentation de l'homme et la femme, c'est la colombe, qui a deux ailes. Oui. L'aile gauche, c'est l'homme, et l'aile droite, c'est la femme. Mais quand on veut prendre un envol, on utilise tous les deux ailes, n'est-ce pas? Absolument. Ah, mais si vous voulez que l'autre aile soit plus développée que l'autre, il y a quelqu'un qui est bancal quelque part. Oui, c'est vrai. Et quand je prends ça, c'est des petites choses comme ça qu'on montre pour dire que la femme, elle a sa place bien déterminée dans notre société. C'est ça. Mais quand on veut violer cette place-là, quand on veut prendre la place de la femme et donner à l'homme, c'est l'homme qui va porter le pagne et la femme va porter le pantalon. Compliqué. C'est l'homme qui est prédestiné à défendre la femme, qui va être dans un petit coin pour que la femme le défende. Non. L'homme est action. La femme est sentiment. C'est deux êtres complémentaires. Éduquons nos enfants en leur disant qu'ils sont complémentaires, mais pas que l'autre est plus supérieur ou inférieur. Ouais. Non, non, non. Nous sommes égaux dans ce sens-là, en tant qu'être humain. Oui. Mais la répartition sociale des tâches, l'homme ne peut pas prendre de grossesse. Ça ne s'est pas encore vu, en tout cas. La femme,
elle ne peut pas donner la graine là qui va féconder son ovule pour faire un enfant. C'est pas possible. Mais d'où la complémentarité. Allez-y dire à 2 femmes de faire un enfant ou à 2 hommes de faire un enfant. Vous allez trouver cet être-là où? Et aujourd'hui, ce qui me met dans tous mes états, c'est vos histoires de conneries qui sont nées maintenant là, que la liberté de l'homme peut lui permettre d'aller épouser un autre homme. Abomination. Abomination. Bon, alors, on parle de droit. Ça, ce n'est pas un droit. Ces gens-là, même, on doit même les égorger sur la place publique. Waouh. Oui. Un homme qui va contre la volonté de Dieu ne mérite pas de vivre dans une société. Et la société est tellement bien organisée que chacun doit respecter la liberté de l'autre. Mais ce n'est pas de cette liberté d'abomination-là qu'on doit accepter. On dit communément que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Bon, c'est vrai que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais c'est intéressant c'est tout cet ensemble de choses importées là qui nous créent des problèmes aujourd'hui. Là, il y a quelques temps, on m'a invité aussi pour les histoires des mariages là. Polygamie, monogamie. J'ai dit, mais la polygamie, c'est la meilleure des choses qui existent en Afrique et qui avait toute sa valeur et qui avait son sens et qui permettait à chaque femme de se retrouver femme. Parce qu'une femme, après 25 ans, si elle n'a pas conçu, elle devient un animal dans un angle. C'est un problème, hein? Mais les gens pensent que il faut faire de grandes études, aller avoir tous les diplômes du monde, se comparer aux hommes et se dire femme émancipée, c'est faux. C'est une femme aliénée. La femme émancipée, là, c'est celle qui connaît la valeur de la société, celle qui connaît la valeur de sa place et de son rôle dans une société. C'est celle qui est capable d'accompagner son mari dans la gestion d'une communauté. Parce que ce qu'on nous apprenait, ce que nos mamans nous ont appris là, c'est accompagner l'homme à construire une société de paix et d'amour. Et ça, c'est bénéfique pour tout le monde. Oui, c'est bénéfique pour tout le monde. Aujourd'hui, ils ont quitté dans leur vilain pays le venir ici avec les histoires d'égoïsme. On mange dans une assiette seule. On s'assoit avec une seule femme, avec 2 petits-enfants. On a une maison et on ferme la porte à tout le monde. On écrit dehors « chien méchant ». Mais est-ce que le chien méchant, ce n'est pas pour les voleurs? Non. C'est pour dire à la famille, là, aux mamans éloignés de la famille, là, ne venez pas. On veut vivre en vase clos, nous seulement, mon mari et moi. C'est de l'égoïsme, ça. Ouais, ça ne fait pas partie de la valeur des Africains. L'Africain, c'est la communauté. Quand nous étions enfants, on mangeait dans un gros plat comme ça, tout le monde ensemble. Quand vous parlez de manger dans un gros plat, je pense que ça interpelle directement Philly, qui, quand elle est arrivée au Burkina, a été choquée de voir qu'on mangeait dans une assiette. Exactement, parce que chez nous, ça ne se fait toujours pas. Au Mali, on ne mange pas en individuel. Oui, l'individu n'est valable que lorsqu'il y a une communauté autour d'elle. Et aujourd'hui, on nous a dit non, c'est l'individu qui doit primer sur la société. C'est quelle abomination, ça? Non. Yeah. La vie en communauté est très importante. Et tant qu'on ne reviendra pas sur cette valeur africaine-là, nous allons souffrir pendant longtemps. C'est ça. Alors, tantôt on parlait de votre ambition pour l'Afrique. Quelle est cette ambition-là? Mon ambition, c'est de voir l'Afrique unie. Oui. Comme mon mentor Nelson Mandela l'avait dit. Unis, nous sommes forts. C'est sûr. Désunis, là, on va nous traiter comme de la vermine. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous allez dans un pays, vous avez la même peau de couleur. Et on vous dit d'amener votre carte de séjour. Ou on vous demande, on vous dit, vous êtes étranger. Moi, ça me choque quand je vais quelque part et on me traite d'étranger alors que je suis africaine. Et un jour,
Bon, je ne vais pas citer le nom du pays, hein, D'accord. pour ne pas qu'il y ait des frustrations. D'accord, on ne cite pas. Pour que ceux qui sont là-bas n'aient pas des problèmes. Oui. Parce que ça peut créer un problème aussi pour ceux qui sont là-bas. Oui. Je suis arrivée à la frontière. Ce jour-là, j'ai dit, je voyage par la route parce que je veux découvrir cette partie du continent africain. J'arrive à la frontière. On me demande, vous venez de quel pays? J'ai dit, je suis du continent africain. Je ne pense pas que ça a été bien reçu, ça. Ah, ça c'est sûr. Ah là là. Le policier, il m'a mal regardé. Il me dit, vous venez de quel pays, madame? J'ai dit, je viens de l'Afrique. Donnez-moi votre passeport. J'ai donné, il me dit, vous payez 10 000. J'ai dit, même un seul copec que je ne paye pas. OK. Il me dit, madame, vous êtes culotté, hein? Vous prenez pour qui? J'ai dit, je me prends pour un Africain libre de circuler dans toutes les parties de ce monde-là, de ce continent, comme je veux et quand je veux. Et comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé en excuses. OK. Il m'a dit, ah madame, excusez-moi. Mais je ne savais pas qui vous êtes. J'ai dit, je m'en fous. Je n'ai pas besoin que tu saches qui je suis. J'ai juste besoin que tu me respectes en tant qu'être humain et en tant qu'Africain sur le continent africain. Ouais. Je partais à Ouida pour donner une formation à l'Institut de développement endogène. Oui, oui, au Bénin. Au Bénin. Oui. Et j'avais une invitation en bonne et due forme de l'université. J'avais la possibilité d'aller en avion, j'ai refusé d'aller en avion pour juste faire cette balade-là. J'ai dit le pays. Mais c'est passé, c'est passé. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas une situation isolée. Oui, c'est passé, malheureusement. Bon, bref. Mais ce n'est pas un cas isolé, maman. Ça se voit. Moi, je l'ai personnellement vécu aussi. Bon, moi, je ne vais pas dire le pays. Mais moi aussi, je l'ai personnellement vécu quand je voyageais sur la route. Et sérieusement, c'est vrai que ça m'a complètement découragée de voyager par la route parce que c'est difficile de voyager par la route. Très compliqué. Et quand on a fait l'expérience de voyager par la route et que l'on voit ce qui se passe dans nos frontières, en fait, tu ne comprends pas pourquoi, mais c'est ça. Et à ce rythme-là, est-ce qu'une Afrique unie, c'est pour demain? Ça va être difficile parce que le problème là, c'est comme je l'ai dit, il y a eu un travail qui a été sciemment orchestré par les Occidentaux pour créer des problèmes aux Africains. Cette division-là, est-ce qu'elle nous arrange aujourd'hui? L'Afrique est le continent le plus riche du monde. L'Afrique à elle seule peut nourrir le monde. Mais on nous a mis dans notre tête que nous sommes le continent le plus pauvre. Ouais. Mais ils ont leur base militaire partout. Ils s'accaparent des bonnes terres. Et ils s'accaparent de là où il y a les ressources minières. Voilà, le Mali a des problèmes aujourd'hui. Cette partie du Mali-là, c'est là où il y a le plus important gisement d'or. Et ils sont là-bas, ils extraient, ils font comme ce qu'ils veulent. Mais si le Mali n'avait pas de frontière avec le Burkina, si le Burkina n'avait pas de frontière avec le Niger, avec la Côte d'Ivoire et tous les pays qui l'entourent là, que c'était un vaste étendue de territoire où chacun pouvait rentrer avec les biens qu'il voulait et sortir comme il voulait. Et que l'Afrique centrale, qui regorge de beaucoup de minéraires et de richesses de sous-sol, était ouverte aux autres parties de ce continent, est-ce qu'on souffrirait? Bah, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Je pense que tout est dit. Oui. Et sur ces mots, on va revenir à notre sujet. C'est super intéressant d'échanger avec ma maman. On le ferait toute la journée, mais on risque de vous accaparer au détriment du reste des programmes de la télé. Mais on va vous réinviter pour parler de ça. Merci. On va amener le sujet et on en parlera en long et à large. En attendant, aujourd'hui, on a souhaité échanger sur une pratique que l'on connaît en tout cas dans notre pays, dans quelques pays africains. Je ne sais pas si ça existe en dehors du continent. Il s'agit du lévira. Donc, le lévira, qu'est-ce que c'est? En tout cas, on a posé la question à ceux qui nous regardent. On écoute leurs éléments de réponse et on en parle avec vous. Merci. Dans la cour, exactement, que la propriétaire peut décider. Souvent, bon, les femmes aussi, ça revient à les frères de la cour. Maintenant, bon,
Mais jusqu'à présent, bon, je vois que ça diminue un peu, quoi. Le lévira, c'est lorsque le mari décède et que son frère doit épouser la veuve. Mais aujourd'hui, cette pratique ne se fait plus, car il y a beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, les hommes ont peur d'épouser les veuves. Le lévira, c'est un système quand le mari décède et qu'on veut prendre la femme du frère maintenant pour donner au petit frère du mari. Pour cette nouvelle génération, ce n'est pas possible. L'époque du lévira est révolue. C'est avant que cela se faisait beaucoup. Mais aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus s'adonner à cette pratique. Chez nous au Togo, quand le mari décède, forcément, le petit frère ou bien le grand frère, c'est bon, un membre de la famille qui doit prendre la veuve là. Dans notre coutume, la femme n'a pas le droit d'aller sortir, faire ses besoins ailleurs et puis revenir dans la cour. C'est ça qui est formellement interdit. C'est ça qui fait que forcément, la femme doit se marier encore toujours dans la famille. Mais si la femme dit non, bon, elle doit aller se chercher ailleurs. Alors, juste là, on a la chance d'avoir Madame Ouedraogo qui nous rejoint. Donc, elle est membre de l'Association des femmes juristes. On a le plaisir de la voir avec nous. Ainsi que Madame Juliette Congo. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez eu, j'imagine. Est-ce que tu peux ne pas connaître une grande dame comme celle-là là, et te dire burkinabé? C'est ma maman. D'accord, ok. Donc, est-ce que moi, je peux dire mamie dans ce cas? Oui. Puisque j'ai ma maman en face et ma mamie juste à côté. Voilà. La famille est réunie. La famille est réunie. Comme elle, c'est ma sœur, on est toujours en famille. en famille. Vous animez ensemble. Absolument, Bon, je suis là, je joue un petit rôle seulement. Elle refuse la place qui est la sienne, mais j'arriverai à la convaincre. Ne vous en faites pas. Et on a entendu dans ce micro-trottoir, principalement des hommes, donner leur avis, leur appréciation et ce qu'ils savent de ce que c'est que le lévira. Donc, j'ai envie de savoir, vous qui, une femme juriste, ma maman qui a quand même été, qui est de la famille du Mogonaba, c'est quoi le lévira dans notre société Mouaga? Merci. Moi, je pense que le lévira, il faut le situer dans son contexte passé. D'accord. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Ok. Et un homme pouvait avoir 45, 50 ans sans connaître une femme. Ok. Et à cette période-là, tu es pressé que ton aîné trace pour que tu aies femme. Ou bien que ton père voyage dans l'au-delà pour que tu aies femme. Oui. C'était à cette époque que le lévira était très bien connu et très bien pratiqué. Mais ce que je vais peut-être dire aussi, le lévira ne se faisait pas parce qu'on voulait le lévira. On le faisait parce qu'il y avait une question de conservation. Quand on marie une femme dans une communauté, ce n'est pas les mariages où on s'assoit sur un kiosque et puis on dit « je t'aime moi non plus » là. C'était des mariages de communauté. D'accord. La femme appartient à la communauté. Pour une amitié ou pour un bienfait, on donne une fille en mariage dans une famille. Le chef de famille peut prendre la dame, en faire son épouse ou lui donner en mariage à son fils. D'accord. Donc c'est une personne qui est fondamentalement accrochée à la communauté. Elle a fait ses enfants et tout ça. Ses enfants appartiennent à la communauté. C'est normal que quand son époux n'est plus là, que les enfants et elles-mêmes qui sont considérés comme des personnes à part entière de la communauté soient sous la tutelle de quelqu'un. D'accord. Mais à un certain moment, ce n'est pas forcément des histoires d'intimité qu'il y a entre cette femme et la personne qui va la prendre pour mettre dans sa maison. Non. C'est la Souvent tutelle. même, c'est des bébés de 2 ans qu'elle dit « je veux que celui-là soit mon époux ». C'est pour pouvoir rester toujours dans la communauté et s'occuper de ses enfants. D'accord. Ok. Mais quand elle est jeune et que les besoins physiologiques font que, bon,
Ça, il faut que ce soit quelqu'un qui gère ça de la communauté pour que ça reste toujours dans la communauté. Oui. Et ça entraîne même beaucoup de problèmes que nous vivons aujourd'hui dans le cas du foncier. Si vous voyez que le problème du foncier en Afrique et au Burkina Faso en particulier, lié à la femme est grave là, c'est parce que tu ne peux pas être la veuve de quelqu'un, vouloir hériter de son bien et ne pas vivre toujours dans la communauté. Si, par exemple, elle va une Ouedraogo qui va aller se marier à un Kaboré de Zorgo, par exemple, alors qu'elle est Ouedraogo de Zignaré ou de Manga, elle fait quoi? Elle va transporter les biens de son mari chez son nouveau mari. Vous voyez que c'est un problème qui est assez délicat, qu'il faut gérer vraiment avec tact, sinon c'est compliqué. Alors, Madame Ouedraogo, quand on a suivi le micro-trottoir, il y a un monsieur vers la fin qui disait que normalement, après le décès de son mari, la femme ne peut pas sortir faire ses besoins ailleurs et revenir dans la communauté. C'est pour ça que forcément, après le décès de son mari, il faut qu'elle trouve un homme dans la communauté. Et vous avez réagi à ça. J'ai envie qu'on revienne sur cette intervention-là. Merci Stéphanie. Moi, je voudrais, à la suite de ce que Madame Congo a dit, dire que le fondement du Lévira, c'était en fait une construction sociale qui voudrait que, pour le bien de la veuve et des enfants, c'est pour qu'il y ait toujours cette continuité, parce que nous sommes dans un système patriarcal. Et quand tu épouses un homme, tu es à vie dans cette famille, comme elle a dit, c'est la communauté, tu es à vie, tu deviens en tout cas un membre entier de cette famille-là à vie. Et si par hasard, par malheur, tu perds ton conjoint, ce lien de mariage-là, on ne va pas le rompre parce qu'il n'est pas là, on le continue. Et c'est d'ailleurs une fierté pour la famille de l'homme de faire en sorte que tu puisses rester dans la famille pour même le bien des enfants, parce qu'il faut qu'ils soient élevés dans la continuité culturelle et parentale. Et c'était aussi un honneur pour cette famille-là de pouvoir te prendre en charge, toi et tes enfants. Parce que vous savez qu'avant, on ne travaillait pas. Les femmes ne travaillaient pas, surtout. Bon, les hommes, même s'ils ne travaillaient pas, ils cultivaient, c'est eux qui amenaient à manger. Et la femme était prise en charge. Mais ce n'était pas imposé. Ce n'était pas imposé, on demandait, on expliquait à la dame et on lui disait de choisir. Comme elle a dit, si c'est une jeune femme qui a besoin de continuer sa vie sexuelle, elle prendra parmi les petits frères, parce que c'est les petits frères ou les cousins de son mari qui sont virils, qui peuvent en tout cas lui apporter ce besoin-là. Au besoin, elle peut faire d'autres enfants, mais c'est la même lignée paternelle. Mais si c'est une femme qui ne veut pas de cette vie-là, elle choisit, elle dit, elle regarde dans la lignée de son mari, elle peut prendre un bébé même qui est en train de téter pour dire « Ah, je me confie à lui là, et c'est mon mari ». Entre parenthèses, moi malheureusement, je suis veuve il y a 1 an et quelques, mais j'ai fait le Lévira. Je l'ai fait parce que je l'ai compris et parce que c'est depuis plus de 30 ans que je me suis intéressée à cette question pour comprendre, parce que c'est la pratique du Lévira qui est dévouée aujourd'hui. Avec d'abord l'arrivée du sida, vous avez vu que si c'est un homme qui est nanti, qui a laissé quelque chose, les frères et les cousins se battent pour l'épouser et il y a des dissensions familiales, il y a des cassures et les enfants sont perdus parce que, bon, voilà, si tu n'as pas de bonnes relations, les enfants vont aller où? Parce que tout ou tard, il reste toujours les enfants du mari, ils ont besoin de connaître leur famille. Donc, c'est la pratique du Lévira qui aujourd'hui est dévouée et que les femmes juristes et les juristes même désavouent, désapprouvent. Mais sinon, le Lévira, dans son fondement, c'est une construction sociale qui est positive pour peu qu'on sache le mener et qu'on sache le pratiquer. Mais obliger une femme à prendre un homme parce qu'on veut hériter de ce que son mari a laissé, ou parce qu'elle est belle, on veut en abuser, parce qu'on la désire. Ça, ce n'est pas le Lévira. Ça, ce n'est pas le fondement de Lévira. Donc, quand il dit la femme ne peut pas sortir et puis faire ses besoins, et puis revenir,
Bon, vous savez, c'est un sujet, c'est difficile. Quand c'est homme et femme, ça devient toujours difficile. Un veuf, il sort, il fait ses besoins et puis il revient. Non? Mais quand tu poses le problème comme ça, c'est comme si, à la limite, tu veux dire, ah, donc si l'homme fait, la femme doit faire. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste comme faire comprendre que si c'est un besoin qui est physiologique à l'être humain, donc à l'homme et à la femme peut décider, même si elle est jeune, de ne pas faire le lévira, de prendre sa liberté, de laisser les enfants et d'aller faire sa vie ailleurs. Mais elle ne rompt pas avec la famille et c'est accepté aussi. Parce qu'on pose la question à la femme, on ne lui impose pas. Donc si elle veut faire sa vie avec quelqu'un d'autre, elle est libre de le faire. Mais nous, dans la pratique ici, enfin en Afrique actuelle, on veut l'obliger à le faire. Et c'est ça qui n'est pas normal, c'est ça qui est combattu. Et il faut qu'on le comprenne, parce qu'il ne faut pas qu'on mette ça dans le... Quand on parle des violences faites aux femmes, on dit par exemple de lévira, on dit ça. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Que nous-mêmes, on sache ce que c'est que le lévira, quels sont les fondements de lévira, pourquoi le lévira, il y a des avantages aussi du lévira. Si aujourd'hui on estime que ce n'est pas la peine parce que la femme, elle peut économiquement se prendre en charge, elle n'a pas besoin d'être sur la tutelle de son mari, elle est libre de pouvoir le faire et il faut que ça soit compris et il faut que ça soit accepté. Reconnaître donc ce droit-là à la femme, ça c'est une réalité et c'est ce qu'on promet. D'accord, donc on va revenir sur les avantages du lévira, mais avant on avait posé la question à M. Messa Madogo justement, qui était anciennement agent de l'action sociale, qui nous explique c'est quoi le lévira et comment ça se passe du décès jusqu'au nouveau mariage. Donc on regarde ça et on revient. Le lévira, c'est un terme qu'on n'aimerait pas si souvent utiliser, en ce sens que le lévira renvoie à un décès, mais toujours au décès d'une personne mariée, quel que soit son âge. On parle donc de lévira quand une personne mariée décède. Il faut trouver une autre personne dans la famille, normalement, qui va s'occuper de la femme du défunt. Et c'est cela que l'on appelle lévira. En moré, on dit pokonto. Ça renvoie automatiquement au pokonré. Par principe, on dit qu'une femme ne doit pas vivre seule, c'est-à-dire sans mari, dans une famille. Donc, au décès de son mari, on doit donc lui trouver un autre mari. Et c'est cela, même le lévira. C'est tout simplement parce que le mariage établit un lien fondamental entre deux familles. Et quand je parle de famille là, je ne fais pas allusion à la famille nucléaire. Je fais allusion au boudou. Donc, deux grandes familles. Et la femme est la manifestation visible de ce lien fondamental entre la famille. Donc, le décès de son mari ne peut dissoudre le lien fondamental qui existe entre les différentes familles. Au meilleur de mes connaissances, quand quelqu'un décède, il faut d'abord qu'on organise la funéraille. Et c'est au cours de la célébration des funérailles que se célèbre aussi le lévira. Mais bien avant, quand les funérailles, les grandes funérailles sont programmées, on informe les épouses ou l'épouse du défunt que les funérailles sont en train d'être organisées et au cours de ces funérailles aura lieu le lévira pour qu'elle se prépare et qu'elle essaie de voir qui est-ce qu'elle choisira comme nouvel époux. Nos familles étaient grandement démocratiques parce qu'il y avait une grande consultation. La veuve était consultée. Donc, après investigation, il n'y a aucun problème. On demande à une des tantes de faire du zomkom et d'amener. Et l'on verse, et c'est comme ça que l'on scelle à nouveau le mariage entre ces veuves-là et les hommes qui ont été désignés comme nouvel époux. Et c'est là que prend fin leur veuvage, leur pokonto. Voilà donc l'explication qu'on a eue. J'ai envie de me tourner vers Mme Ouedraogo. C'était ainsi pour vous?
Oui. Exactement pareil. Exactement pareil. Je l'ai fait parce que je le sais, je le connais, j'y crois. Et il n'y a eu aucun problème. Et moi, j'ai pris un bébé de 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et c'est lui mon mari. Mais je veux dire, il n'y a pas de honte à cela. Il ne faut pas que nous ayons honte de nos cultures et de nos traditions. C'est la pratique qui fait que ça devient un problème. Ça devient un problème, que c'est mal vu, que c'est mal compris. Donc, c'est à nous aussi de travailler de telle sorte à valoriser nos cultures quelque part. C'est vrai que nous sommes dans une société où la femme n'est pas encore reconnue totalement dans tous ses droits. On pense qu'on peut penser pour elle, on peut réfléchir pour elle, mais ce n'est pas comme ça. Il faut la prendre comme un être humain à part entière, qui a une valeur intrinsèque, qui a son mot à dire, qui peut se prononcer, et dans le respect et dans la compréhension des choses. Ce n'est pas par manque de respect que la femme va dire non, je préfère, en tout cas, avec tout le respect que j'ai pour vous, vivre une autre vie avec quelqu'un d'autre qui me plaît, mais je ne vais pas continuer avec vous. Et ce n'est pas un problème. Les enfants restent, et il reste le lien ombilical. Et ils vont voir leur mère. Et même, elle peut même revenir dans la belle famille. Parce que, voir ses enfants. Voilà, voir ses enfants. Ou même il y a certaines cérémonies où elle peut venir parce qu'elle n'est pas rejetée. Mais c'est ça que nous ne comprenons pas. Et nous croyons que c'est difficile. On chosifie la femme et c'est là que c'est vraiment, ça devient un danger. Tant qu'on va comprendre ce que c'est, on ne va pas le faire. C'est vrai que on défend les droits de la femme, mais on veut que la femme comprenne. Qu'est-ce que c'est que ces droits? Il faut que la femme sache d'abord qu'est-ce que c'est que le lévirat. Oui. Il faut que la femme sache d'abord, même celles qui veulent entrer en polygamie, qu'elles sachent quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, si elle veut, si elle ne veut pas. Mais il ne faut pas que ce soit une obligation. C'est vrai que nous avons un code des personnes et de la famille qui codifie cela, mais dans la pratique, ce n'est pas ça. Et c'est ça qui amène les frustrations et c'est ça qui amène les problèmes. Mais il faut aussi que les hommes comprennent que une femme qui a le courage de dire non au lévirat n'est pas une rebelle. D'accord. Donc tout est dans la pratique. Justement, une femme qui a le courage de dire non au lévirat, on suppose que ce non peut avoir plusieurs motivations. Peut-être qu'entre le décès de son défunt mari et les funérailles, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle estime qu'elle veut passer sa vie, ou elle n'a juste pas envie, ou elle se sent suffisamment autonome pour s'occuper seule de ses enfants sans tutelle. On suppose qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser une femme à dire non au lévirat. Mais dans ce cas de figure, pendant la cérémonie, comment ça se passe? Elle le dit avant, elle le dit à la cérémonie, comment ça se passe? C'est pendant la cérémonie, comme l'a si bien dit M. Sawadogo. Oui. C'est pendant la cérémonie que la dame dit si elle veut rester dans la famille ou pas. D'accord. Parce qu'on ne forçait pas. Hein. Et si vous avez bien suivi, on n'oblige pas la femme à accepter. Non. Mais on le fait par mesure de conservation. Est-ce que dans l'ancien temps, là, est-ce qu'il y avait orphelin dans une famille? Non. Il n'y avait pas d'orphelin. Le système des orphelins qu'on voit aujourd'hui, c'est l'importation de l'Occident là, qui nous a créé les orphelinats, des conneries comme ça qui empêchent tout le monde de respirer. Un enfant qui est né dans une société, dans une communauté, même si son père n'est plus, l'enfant appartient à la communauté. Le petit frère, le grand frère, l'oncle, le cousin est considéré comme père de cet enfant. Donc il n'y a pas d'orphelin en Afrique, il n'y a pas d'orphelin au Burkina Faso, il n'y a pas d'orphelin dans nos familles. C'est la pratique de l'égoïsme, comme je l'ai dit en début d'émission, là, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un problème. Imaginez quelqu'un qui est à Ouaga ici, fonctionnaire, il est à Ouaga 2000. Il n'y a pas un seul de ses frères qui est allé à l'école comme lui. Ses frères sont au village, des paysans. Le gars est décédé. Le paysan se lève du village, là, il pédale son vélo, il vient garer ça devant la porte à Ouaga 2000. Il rentre et dit que c'est lui maintenant qui est le propriétaire de cette maison. Ça va marcher? Ah. Voilà là où il y a un problème, où les gens ne peuvent pas accepter ce lévirat-là. C'est ça. Parce que nous sommes dans un autre
dans une nouvelle dynamique. Okay. Et cette nouvelle dynamique, il faut que les gens aient quand même l'honnêteté de se parler. C'est ça. Et de se faire comprendre et de pouvoir vivre cette vie communautaire qui est le fondement même de nos valeurs-là, ensemble. Ces beaux-parents peuvent être au village et tout ça, mais elle peut accepter le lévira en se disant que c'est pour que mes enfants puissent rester toujours dans cette communauté. Et il y a des cas où ça a été comme ça. Mais là où il y a problème, là, c'est que les femmes aussi, à un certain niveau, et les femmes de l'actuel temps, là. Les femmes de 2020. Qu'est-ce qu'on a fait, maman? Mon gars est mort, c'est pour moi de la maison, c'est pour moi tout. Et la famille, là, il n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. Ouais. On entend ça. Et il y a souvent même des filles qui demandent, est-ce que ta mère vit ou bien ton père vit? Avant d'accepter de sortir avec un monsieur, un enfant va demander ça à mon enfant. Et je vais te laisser venir dans ma maison. Parce que la première chose que tu vas faire là, c'est de me tuer d'abord. Et puis ensuite tuer ton mari qui est mon enfant et pour pouvoir avoir ses biens. C'est ce mental-là aujourd'hui qui fait que les mariages ne tiennent pas. Bon, c'est sûr que quand on se marie à une personne, on ne souhaite pas sa mort. La cupidité. Donc on ne peut pas être en train de se projeter au-delà de sa mort, ça c'est sûr. La cupidité, là, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les femmes ont des problèmes dans leur foyer. Vous êtes venu trouver un monsieur qui a été éduqué par une famille. Les parents ont vendu arachide ou ils ont vendu colro, tu ne sais pas. Pour que leur fils soit ce qu'il est aujourd'hui. Toi, tu arrives, tu fermes le portail, tu mets chien méchant dehors. Même les propres sœurs de ton mari ne peuvent plus avoir accès à la maison. Vous savez pourquoi le lévira de maman a bien marché? C'est parce que c'est une femme intrinsèquement positive et une femme culturellement assise. Il ne suffit pas d'être intellectuel seulement. Hein. C'est sûr. Il suffit aussi, il est bon d'être éduqué. Et ça, ce n'est pas des femmes intellectuelles seulement. C'est des femmes intellectuelles éduquées. Oui. Et c'est cette éducation qui a permis qu'elle va rester dans la cour de son mari, avoir son chéri de 3 ans là, et vivre sa vie tranquillement, c'est ça, jusqu'à être rassasiée de vie. Mais là où il y a les problèmes là, c'est quand tu fermes avec crochet et puis tu dis qui est là là. C'est ça. Elle n'a pas fermé sa porte. C'est vrai que il y a à redire par rapport à nos manières de faire, à nos manières de vivre. Je le dis souvent, il y a une démission totale dans l'éducation des enfants. Il y a une démission totale des parents. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas éduqués, ils sont élevés. Ils sont élevés comme des... On l'a entendu cette phrase, c'est la deuxième fois qu'on l'entend sur ce plateau aujourd'hui. Ils ne sont pas éduqués parce qu'éduquer un enfant, c'est lui inculquer quand même des valeurs, des fondamentaux et des repères. Et l'enfant se base sur ça pour être l'homme ou la femme de demain. Mais quand il n'y a pas de limite dans l'éducation d'un enfant, et il n'y a pas d'interdit dans l'éducation d'un enfant, l'enfant pense que tout est permis, tout est autorisé. Et voilà, c'est-à-dire gronder un enfant ou frapper un enfant n'est pas signe de méchanceté ou de non-amour. On dit qui aime bien, châtie bien. Je pense qu'un enfant doit savoir que dans la vie, j'ai des droits, j'ai des obligations, mais j'ai des devoirs, j'ai des droits et des devoirs. Ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Quand on n'apprend pas la politesse, le respect, la considération et l'humilité à un enfant à la maison, il ne le sera pas. Bah, si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. C'est la rue qui va l'éduquer. Et quand la rue éduque, vous savez ce que c'est toujours les mauvais exemples qu'on prend. Quand on n'apprend pas à un enfant à la maison, que ce soit un garçon ou une fille, pour dire que ton frère, tu dois le respecter. Vous êtes pareil, ne vous insultez pas, ne vous frappez pas, vous n'êtes pas des animaux. Il y a des choses qu'il faut établir dans la famille. Ne boudez pas, ne vous critiquez pas, parlez-vous, aimez-vous. Il y a des différends. Et quand les différends naissent, les parents sont là pour les aplanir.
Quand on n'apprend pas à un garçon à respecter sa fille, sa sœur, à considérer sa sœur, quand le mari bat sa femme, quand le mari crie sur sa femme, quand le mari insulte, humilie sa femme, son fils va humilier sa femme. Il va reproduire ce que son père a fait. Mais quand il voit que son père respecte sa mère, quelle que soit sa mère, même si c'est la ménagère vendeuse d'arachides, là, moi je ne les dévalorise pas parce qu'elle contribue à leur façon, à l'éradication et au développement de notre société. Même si elle l'est, et si elle est respectée et considérée par son mari, sa femme va considérer sa femme qui qu'elle soit. Le pouvoir économique ne doit pas nous monter la tête, ne doit pas nous faire croire que nous sommes supérieurs aux uns et aux autres parce que économiquement on est ceci ou cela. Il y a des moments où dans un foyer, la femme est économiquement plus à l'aise que l'homme, mais en donnant tout le respect à son mari, en le mettant sur un piédestal, cette famille-là est stable. Cette famille-là est épanouie, l'homme ne se sentira pas humilié, il ne se sentira pas diminué et il n'aura pas de complexe à développer vis-à-vis de l'éducation de ses enfants. Il y a des parents qui n'ont pas fait de hautes études, mais qui encadrent leurs enfants. Mais ils ne sont pas complexés. L'enfant ne dira pas « Ah, papa, toi, tu n'as pas été à l'école, tu ne parles pas le bon français, ou tu n'as pas fait ça. » Non, ça s'apprend, il faut éduquer un enfant. Oui. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est la débandade. C'est du n'importe quoi. Tu vois un enfant déconner, tu as même peur de lui parler parce qu'il va t'insulter. Alors que tu as plus que lui chez toi, peut-être même qu'il n'a pas l'âge de ton petit-fils, mais il va t'insulter parce qu'il pense que c'est ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. On a tous besoin de bénédiction. C'est ça, c'est clair. Que ce soit des parents biologiques ou de grandes personnes, de vieilles personnes dehors, on a besoin de bénédiction. À notre temps, on ne connaissait pas de tonton et de tanti. À notre temps, il n'y avait pas ça. C'était papa un tel, maman une telle. Il n'y avait pas de tonton et de tanti. Tonton et tanti, il est venu quand nous avons été à l'école, on entend les blancs dire tonton, tanti. Il y a oncle, il y a tante. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'enfants qui peuvent dire qui est mon oncle, qui est ma tante. Parce que du côté paternel, il n'y a pas d'oncle. Ce sont des papas. C'est ça. Les oncles, c'est du côté maternel. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas éduqué nos enfants en appelant leur petit papa ou le frère de leur papa, papa. C'est nous qui leur avons appris à dire tonton, tonton. C'est vrai. Mais il y en a qui en font des problèmes. Et quand ils en font des problèmes, ce n'est pas souvent qu'on se comprend. Donc, nous avons notre part de responsabilité. Nos sœurs, ce ne sont pas les tantes de nos enfants, ce sont les mamans de nos enfants. Mais dans l'éducation, on ne leur a pas dit. Donc, tanti une telle, tanti une telle. Ça, c'est nous. Mais on peut, c'est vrai, on peut revenir à cela, on peut l'enseigner. On ne peut pas en vouloir aujourd'hui à un enfant qui dit à sa petite, la sœur de sa maman, tanti, mais si on ne lui a pas dit de l'appeler maman, une telle depuis qu'il était enfant, on ne peut pas le lui en vouloir. Et si nous voulons corriger, on peut toujours le corriger. C'est-à-dire, c'est à nous de nous reprendre en main et de mettre nos enfants sur le bon droit. Surtout de se dire que l'espoir n'est pas perdu et qu'on peut toujours revenir sur le droit chemin. Heureusement, moi j'ai le sentiment, en tout cas aujourd'hui, qu'il y a un éveil des consciences, que les gens se rendent compte et qu'il y a un retour de plus en plus positif vers nos sources et ça donne espoir. J'ai envie de voyager un peu vers le Mali pour voir. Est-ce que Philly a une expérience ou a déjà entendu parler ou connaît la pratique du lévira au Mali? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça existe? Est-ce que tu en sais quelque chose? Alors, le lévira est une pratique très courante au Mali, particulièrement chez les Soninké. Ça dépend, certains appellent Sarahoulé ou bien Marara au Mali. Il y a les Peuls et il y a mon ethnie, et Kasonké. Oui. Chez moi, c'est excessivement fréquent et je crois même que je viens un peu de ce système-là parce que je sais que, bon, je me suis renseignée avec mes grands-parents et mes parents déjà sont cousins parce qu'on est Kasonké mais d'origine Peul. Donc chez nous, les mariages entre familles, c'est très fréquent. Et donc, mon père est parti en aventure en France. Et donc, pour consolider la famille, hein, comme elle le disait, il voulait épouser la grande sœur de ma mère. D'accord. Mais pendant que lui il était en France, il y a un autre monsieur qui est venu demander la main de cette dame en question. Et donc, quand mon père est revenu, ils lui ont dit, bon, comme elle a été fiancée, on va vous donner la petite qui est là. D'accord. Et à l'époque, ma mère devait avoir 4 ou 5 ans, je pense. OK. Oui. Et donc, c'est quand elle a grandi, il est retourné en France. Il a même épousé sa première femme. Et quand il est revenu, ma mère était déjà
on est 16, 17 ans, on va dire. Hein. Et il a épousé ma mère. D'accord. Il a épousé ma mère. Et je suppose que c'est une sorte de lévira, même s'il n'y a pas de décès. Mais je sais quand même que chez nous, c'est très, très fréquent. Et même du côté du père, le petit frère de mon père est décédé. Et donc, son épouse était là. Donc, ils ont proposé à mon papa. Mon papa a dit que non, lui, il n'est pas intéressé. Donc, ils ont dû la donner à un autre frère de mon père. Mais chez nous, c'est très, très, très fréquent. Et on remarque même que même nos parents, souvent, sont cousins. C'est-à-dire que mon père n'aurait pas été mon père, c'est mon oncle. Ma mère n'aurait pas été ma mère, c'est ma tante. Oui. Donc, chez nous, c'est très fréquent et il y a des ethnies particulièrement qui ne fonctionnent que comme ça. D'accord. Quand tu vas au village, moi, je suis allée au village de mon père et de ma mère, 2 villages différents, et c'est très... Quand tu prends même l'arbre généalogique de la famille, tu te rends compte qu'il n'y a pratiquement que du lévira. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est pas vraiment du lévira, ça il faut reste qu'il dans y la ait un famille. décès. Oui, Ouais. bien Quand sûr, il n'y a c'est pas ça, en de fait. décès, il n'y a pas de lévira. Dans ton cas, c'est un mariage arrangé. Dans le mien, c'est un mariage arrangé. Mais je veux dire simplement que si on part au village, je comprends parfaitement, si on part au village, on remarque que beaucoup de femmes ont été récupérées par d'autres. C'est-à-dire qu'il y a eu des décès et la femme a été récupérée par d'autres. Et comme il y a la polygamie qui est... Chez nous, il y a beaucoup de polygamie. On remarque souvent que le monsieur qui est mort a, par exemple, 3 femmes. Les 2 premières, elles ne veulent pas. Mais la dernière qui est jeune pour des besoins physiologiques, comme elle le disait, la dernière est prise par une autre personne automatiquement. Mais les 2 premières, automatiquement, elles disent non, ça va, je ne suis pas intéressée, je suis déjà vieille, je vais m'occuper de mes enfants et elles font un peu... Mais elles restent dans la maison. Donc avec un petit mari qui vient de naître, qui fait... Elles sont toujours dans la maison, c'est comme ça. Okay. Voilà. Chez nous, c'est très fréquent. On va également voir 2 témoignages de dames. Elles ont, je pense aussi qu'elles ont refusé. Elles vont nous parler, on revient. Moi, non. Il y a un là, c'est un grand frère de mon mari, mais j'ai refusé. J'ai dit non, je ne fais pas. Même si tu étais le petit frère, je ne suis pas d'accord. L'autre ne va plus revenir en vie, ça c'est vrai. Mais je ne peux pas. Un crapaud ne peut pas remplacer un caïman. Je ne suis pas d'accord pour ça. Mon mari est décédé quand j'avais 33 ans. Il n'avait ni grand frère, ni petit frère, mais seulement des cousins. Ces derniers ont voulu me prendre pour épouse après le décès de mon mari, mais j'ai catégoriquement refusé. Pour cela, toute la famille m'a rejetée ainsi que mes 2 enfants. Et depuis lors, c'est moi qui subviens aux besoins de la famille, à la scolarisation des enfants, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elles aient toutes grandi. C'est donc moi qui ai payé la scolarité de mes 2 filles et je continue de m'occuper d'elles jusqu'à aujourd'hui. J'arrive à subvenir à nos besoins grâce au petit commerce que je fais devant la porte. Donc voilà, des exemples. Voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que dans le lévira même, ce n'est pas l'homme qui décide de te prendre. L'homme ne décide pas de te prendre. Puisqu'on t'en parle, on te fait la proposition, on te dit ça va se passer. Soit tu attends le jour là pour dire non, je ne veux pas, je veux mon indépendance, soit tu le dis avant même que mais non, ça a été détourné peut-être. Voilà, ça a été détourné, normalement. Voilà, parce que quand les gens disent le frère de Marie a voulu me prendre, non, il n'a pas décidé de te prendre. Pourquoi il va décider de te prendre? Justement, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. C'est parce qu'ils ne connaissent pas, qu'ils pensent que c'est leur chose. Il faut la prendre. C'est eux qui décident. Et qui décident. On pouvait ne pas avoir de bonnes relations du vivant de mon mari. Pourquoi je vais te prendre? Voilà, donc c'est pour dire que franchement, il faut que les hommes aussi comprennent que ce n'est pas parce que l'homme est décédé que forcément un de vous doit la prendre. C'est elle qui choisit. C'est elle qui choisit. Dans la société, c'est construit, ça existe. Si elle veut. Mais si elle ne veut pas, elle ne devient pas votre ennemi. Vous n'avez pas à la chasser. Et il faut que les notables des familles s'imposent dans ce cas-là. Ne suivent pas les jeunes parce qu'elles n'ont pas pu prendre la femme et vont monter des histoires rocambolesques pour qu'on la chasse. Il ne faut pas que les notables aussi jouent ce jeu-là. Qu'ils fassent comprendre aux jeunes, elle n'est pas obligée de vous prendre. Elle est libre. Et tant qu'eux ne vont pas jouer ce jeu, les hommes là vont penser qu'ils ont ce droit-là et ils s'arrogent ce droit de vouloir prendre qui ils veulent. Ce n'est pas une obligation. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je voulais partager une anecdote pour confirmer qu'effectivement, ce ne sont pas les hommes qui doivent dire « je vais prendre ».
Il y a eu un décès dans un village. Il y a un monsieur, il a un gros front comme ça. Et pendant qu'on consultait les veuves là pour demander, bon, c'est lequel tu veux et tout ça là, elle a dit, je veux être sous la responsabilité de Tenga. D'accord. Et quand elle a dit ça, elle a précisé à Tendiri. C'est lui qui a le front. C'est lui qui a le front là. Alors, comme il y avait les autres aussi qui pensaient que la femme voulait et tout ça, au moment de la cérémonie là, où elle doit dire qui elle veut, elle a dit Mba Tenglamdata, Mba Tendiri. Et lui qui a entendu Tendiri, il me dit moi. Qu'il faut insister sur le front là. Pour qu'on soit sûr que c'est moi. Il ne faut pas qu'on pense que c'est un autre. Voilà, pour qu'on soit sûr que c'est vraiment. Je suis sûre qu'en temps normal, il se plaint de son front, mais là, ça l'arrange. Si tu parlais du front, là, tu as chaud. Mais le jour là, le front a dû faire la différence entre lui et les autres. Parce que c'est la femme qui choisit. Voilà. D'accord. Alors, donc pour ce cas précis de la dame là, qui parle de... On l'a abandonnée avec les enfants. Ses enfants, oui. C'est de ça dont il est question. Quand c'est une communauté, on ne peut pas abandonner une femme d'une communauté avec ses enfants. C'est une question d'honneur pour cette famille de pouvoir toujours prendre en charge les enfants. Mais quand vous en faites une relation personnelle, une relation entre griffes, de j'ai choisi mon mari, on ne se fout pas de moi ou on ne fait pas quoi, et sans tenir compte de la communauté, on vous laisse avec vos enfants, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est souffrir pour que ces enfants puissent avoir, puissent être éduqués et puissent être des responsables dans la communauté aussi. Donc, moi, je pense que le lévira, là, c'est comme, je l'ai dit en début d'émission, en fait, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est comment c'est fait. Il suffit simplement qu'il y ait une bonne communication autour de la question du lévira, que les gens comprennent la nécessité du lévira pour éviter que les enfants de rue aujourd'hui, là, la plupart, là, c'est ça. Ce n'est pas des enfants d'une communauté, c'est des enfants d'individus. Et à défaut, ils se retrouvent maintenant dans la rue à Ouaga et ça devient un problème de société. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Vous voyez des vieilles personnes du 3e âge dans la rue en train de mendier. Mais c'est révoltant de voir ça. Une vieille de 75 ans donnait son témoignage la dernière fois à la télé. Quand j'ai écouté ça, j'ai eu mal à la tête toute la nuit. Ma mère m'a abandonné ma mère dans la rue. Parce que quoi? Ça ne mais moi, il y a aussi un autre aspect. Par exemple, je parle que de ce dont je connais. Au Mali, par exemple, les gens aiment confondre les choses. C'est-à-dire le fait de ne pas connaître vraiment le sens même du lévira, ils nous rajoutent la religion dedans. C'est-à-dire qu'ils essaient de nous faire comprendre que la femme n'a pas à choisir. C'est l'homme qui décide. Et donc maintenant, ils nous disent que dans le Coran, ainsi de suite. Et moi, j'ai lu plusieurs passages pour mieux comprendre. Alors que même dans le Coran, dans la religion islamique, qui est la religion dominante au Mali, il est interdit d'imposer à la femme le lévira si elle ne donne pas son consentement total, ainsi que celui même de l'homme. Oui. Tous les deux doivent donner leur consentement total. Mais le problème, c'est que chez nous, il y a déjà le poids de la culture, des traditions, et ils viennent nous rajouter encore le poids de la religion. Le poids de la religion. Et maintenant, il y a une amalgame qui se fait. Mais vous savez, la société, elle est dominée par qui? Elle est dominée par les hommes. Et le lévira arrange qui en premier? Ce sont les hommes. C'est pas que ça n'arrange pas les femmes, mais les femmes n'en font pas un problème. Les femmes ne se ruent pas pour dire je veux. Ça arrange les hommes. Et il y a trop d'obscurantisme dans la religion. Tout le monde ne comprend pas. Mais le danger, c'est nous les femmes. C'est nous qui perdurons la culture, la tradition. Et nous sommes les premières à critiquer celles qui ne voudront pas le lévira. Nous sommes les premières à les diaboliser parce qu'on estime que... Qui a dit que c'est dans la religion? Ce sont les femmes qui sont autour de toi, là, qui sont à côté de toi. Là. Ce sont elles, chacune vient avec sa science. Ah, tu ne dois pas faire ceci. Ah, c'est vrai que souvent, c'est les femmes qui appuient la religion. Tu ne verras jamais un homme venir dire ne mange pas avec quelqu'un, ne t'assois pas à côté de ceci. Un exemple. Un ami de mon mari qui est décédé, il a laissé 2 femmes. Et c'est une famille musulmane très imbue, voilà, qui connaissent la religion.
Et le petit frère de son mari n'était pas là. Nous, on était à la maison mortuaire. Et puis, on a fait sortir les deux dames. Nous étions assis confortablement sur les fauteuils, les chaises et tout. On a mis les deux dames à terre sur une natte. Et puis, bon, on était là, compatissantes. Et le frère de son mari qui était en voyage est arrivé. Quand il est arrivé, il est rentré. Il a vu les femmes là assises à terre. Bon, il nous avait salué. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites à terre comme ça? Pourquoi vous êtes assises à terre comme ça? Qui a dit de vous asseoir à terre comme ça? Ah, elles sont là, elles ne peuvent pas répondre. Elles se retournent et nous demandent, qui leur a dit de s'asseoir à terre? Et vous, vous êtes assis sur des fauteuils, sur les chaises, elles sont assises à terre. Qu'est-ce que vous faites ici? Levez-vous. Entrez dans votre chambre, chacune dans sa chambre. Je ne veux pas qu'on les traumatise, qu'on les... Actuellement, elles ont un problème, elles souffrent. Ça. Et vous voulez encore ajouter à leur souffrance. Et il leur a dit, nulle part, il n'a été dit qu'une femme doit être marginalisée ou parce qu'elle a perdu son mari. Et il nous a dit, vous les femmes là, c'est vous qui faites perdurer ça. C'est vous qui souffrez, c'est vous qui ne vous aidez pas. Il a fait lever les dames, alors qu'on avait dit qu'elles n'avaient pas le droit de rentrer dans la chambre de leur mari. Il les a fait rentrer. Il dit, bon, c'était des gens aisés, mettez le climatiseur, reposez-vous. Elles sont rentrées et nous sommes aisés. Mais il n'y a pas eu de problème. Parce que c'est un homme qui a parlé. Si c'était une femme qui avait osé ouvrir sa bouche pour parler, mais elle avait tous les problèmes du monde. Oui, sûr. Donc ça veut dire que nous, les femmes même, nous ne nous aidons pas. Nous ne nous aidons pas et nous donnons le bâton aux autres de nous fouetter. Et après, on se plaint. Que nous-mêmes, nous sachions dire qu'aujourd'hui, c'est une telle, demain, ça peut être mon tour. Tant qu'on peut soutenir la personne, qu'on soutienne la personne. Ou bien on dit quand le mari décède, par exemple, tout ce qui est comme vivre entamé dans la maison ne doit pas être consommé. Maintenant, il faut spécifier. Ne doit pas être consommé par qui? Par la veuve ou par les gens de la maison. Mais on dit seulement que ça ne doit pas être consommé. Donc, si tu avais des sacs de riz, tout ce que tu as dans ta main, ce sont des gens qui prennent. Mais vous savez, en réalité, quand nous partons pour soutenir les gens parce qu'ils sont dans des difficultés, nous n'amenons pas des sacs de riz, nous n'amenons pas du lait, nous n'amenons pas du sucre, nous amenons peut-être notre petite enveloppe et nous sommes là-bas. Il faut être nourri matin, midi et soir. Et ces gens-là, si on prend ça, vous voulez qu'on nourrisse les gens avec qui? Qui va prendre en charge? Mais comme la personne qui est là, elle est dans la douleur, elle ne peut pas parler, mais il n'y a personne qui va la défendre. Il n'y a personne qui va poser le problème, surtout pas une femme. Ah, c'est sûr. Surtout pas une femme. C'est peut-être un homme à la limite qui peut dire, ah, il y a ceci ou il y a cela, qui se met au devant pour essayer de consoler un peu et d'adoucir un peu la peine de cette personne-là. Mais on n'a pas ça en réalité. Et ça, c'est vraiment moche, quoi. C'est vraiment dommage. On va voir sur Facebook ce qu'on nous a écrit, parce que oui, il y en a qui nous regardent et qui nous ont écrit. Alors, Amadou Edraogo qui dit, pour moi, le lévira est pratiqué chez nous, mais de façon symbolique. En effet, une veuve âgée peut rentrer chez elle après les 100 jours de la mort de son mari. Elle peut aussi choisir un nouveau mari parmi les petits-enfants, juste pour conserver son statut de femme. Entre parenthèses, il met épouse, car cela a une valeur chez nous. Djamilatou Ouedraogo qui dit « Maman Congo parle bien, j'ai besoin de ses conseils, longue vie à Maman Africa. » Et elle revient pour dire à Philly « Je suis l'émission à cause de toi. » Achille Bako, bonjour. Pour moi, cette pratique doit être bannie de la société car elle constitue une forme de mariage forcé qui ne dit pas son nom. Aziz Dao, merci pour la maman en foulard rouge, Maman Africa. Je pense que tout le monde, les jeunes filles comme garçons, donc, doivent suivre son conseil. Merci à BF1. Stacy Oba, bonne émission. Et non, le lévira n'est pas pratiqué chez nous. Alors, Cheikh Kampaoré, salut Stéphanie. Bon, pour moi, je pense que cette pratique déshonore la femme de cette façon, qui déshonore la femme de cette façon doit être bannie. Seule la femme est libre de faire ce qu'elle veut de sa vie et non l'imposer. Bonne émission, coucou à Philly. Euro Sawadgo, bonjour et merci beaucoup à la maman sur le plateau. L'émission est vraiment enrichissante. Mamadou Zagré, bonjour Stéphanie et à toute la team. Je ne connais pas le mot lévira, mais
en tout court, si mon frère décède, je peux prendre soin de sa femme ainsi que de ses enfants, mais pour dire que je vais la prendre comme femme, partager mon lit avec elle, c'est pas possible. Cette pratique perturbe la vie de certaines personnes dans la société. N'arrête pas là, bonne émission. Seydou le sage, bonjour à vous et à vos invités. À mon avis, épouser la femme de son défunt frère de même mère ne se termine pas comme on l'aurait souhaité. Quand on sait que la majorité des femmes ne s'entendent pas avec leurs frères, les frères de leurs époux, chez nous, le grand frère ne peut pas remarier la femme du petit frère. Sylvain Yameogo, vraiment, si la maman pouvait revenir une prochaine fois, une mère très expérimentée. Longue vie à vous, maman. Rose Kira, bonjour. Ah, vraiment, la mémé avec le foulard rouge, elle laisse pas. Boukari Ouedraogo, bonjour Stéphanie, à toute l'équipe. Le Lévira, mais étranger, mais je saisis cette occasion pour mieux en connaître davantage. Bonne émission. Alors, Husseini Ouedraogo, un très bon sujet qui nous enseigne sur nos cultures. Saba Sanata, salut, salut. Bon, pour moi, cette pratique doit être abolie parce que de fois, le frère du défunt est obligé de prendre la femme même s'il n'a pas envie. D'autre part aussi, on donne la femme au frère du défunt sans son autorisation, ce qui aboutit à un mariage forcé. Bonne émission à vous, Stéphanie. Alors, oui, Senia Issameda, Emma plutôt, bonjour. Si vous avez enregistré l'émission, j'aimerais en avoir. Alors, donc, ne vous en faites pas, l'émission sera mise sur YouTube, donc vous aurez la possibilité, pour ceux qui viennent peut-être de nous prendre en marche, d'avoir son intégralité dans cette semaine-là. Soumaïla Ouedraogo, je vous salue, je suis d'accord avec mes deux mamans, je vous aime. Bandita Kombari, bonjour maman, que Dieu, créateur dans son amour, vous donne longue, dure et durée vie pour que vous nous donniez le valeur. J'ai bien aimé cette émission, c'est ma première fois et j'ai vraiment adoré. Que Dieu bénisse l'Afrique. Amen. Donc il y a quelque chose qui est revenu que j'aimerais bien quand même, avant qu'on ne se quitte, c'est vrai qu'on avait pas mal d'autres éléments qu'on voulait voir sur les dysfonctionnements du Lévira, mais quand même ce point, on dit on peut obliger un homme à prendre une femme dont il n'est pas, enfin, alors qu'il n'est pas là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'homme peut refuser si la femme le choisit? Parce que si j'ai bien compris jusque-là, il n'y a pas d'obligation. Donc, par rapport à la femme, mais l'homme qu'elle choisit, est-ce que lui, il a le droit de refuser? Il a le droit de refuser. Oui. Seulement, c'est une question culturelle. Et j'allais dire, ça dépend de la génération d'hommes. D'accord. Ça dépend de la génération d'hommes. Si c'est l'ancienne génération, il y a très peu qui refusent pour ne pas mettre la famille à mal et pas forcément parce qu'ils veulent. Il y a un téléspectateur qui l'a souligné. Et il peut le faire pour faire plaisir, mais ça va aller créer d'autres problèmes dans son foyer s'il était dans un foyer équilibré et harmonieux. Mais ça, c'est des exceptions. C'est des exceptions. Sinon, le garçon, il peut refuser, il peut dire, la fille peut... Parce que la fille aussi peut avoir une vue sur un frère parce que ou si un cousin. Une jeune fille qui voit un jeune frère qui a sa vie tranquille, si ça n'intéresse pas le garçon, il peut décliner l'offre et puis bon, elle choisit quelqu'un d'autre, quoi. Malheureusement, il y a des familles où, parce que le patriarche a dit, voilà, tu obéis, et puis voilà, et puis eux aussi, ils peuvent subir les frasques donc de la famille. Donc ça peut arriver que ce soit la fille ou le garçon, mais très peu en ce qui concerne les garçons. D'accord. Dernière question avant qu'on regarde notre dernière vidéo, quand même, j'aimerais bien savoir si vous connaissez ça. Est-ce qu'une femme qui refuse a encore un droit d'héritage dans la famille de son défunt mari? Non. Pas de droit à l'héritage. Et si on prend culturellement et traditionnellement, elle n'a pas d'héritage. D'accord. Puisqu'elle ne fait plus partie de la famille, elle a allé fonder un autre foyer, une autre famille ailleurs. Logiquement, elle ne peut même pas prétendre à un héritage. Voilà, à un héritage. D'accord. Okay. Voilà, mais c'est pour ça que justement, je disais que le problème foncier avec les femmes, il y a un problème aujourd'hui à cause de ça. D'accord. Maman a son chéri de 3 ans là. Du coup, elle est toujours dans la famille. Quel que soit le nombre d'hectares que papa avait, elle est toujours dedans. D'accord. Mais si elle refusait de rester dans la communauté et qu'elle décide d'aller voir ailleurs, elle part avec ses pagnes. C'est comme ça. D'accord, donc ça se comprend mieux. Dernière question, quand on faisait des recherches pour préparer cette émission, on est tombé sur un mot, le sorora.
qu'est-ce que c'est? Du coup, on a voulu savoir si les gens savaient ce que c'était. On a vite fait de poser la question et on revient en clôture avec ça. Le sorora. Le sorora, bon, c'est ça que bon, je n'ai pas tellement compris ce que vous dites, le sorora. Oui, je connais le sorora. Le sorora, c'est un système où si la femme décède, on veut prendre la petite soeur de la femme pour donner au mari. J'entends parler ça, mais je n'ai jamais vu. Mais ça existe. Même à une partie du Bénin aussi. La femme est morte, elle est morte. Sa petite soeur n'a qu'à se marier au mari. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Voilà. Donc, dans l'autre sens aussi, apparemment, c'est existe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, ça, vous savez, il y a des ethnies chez nous, chez les Gurunsi, par exemple. Voilà. Oui. C'est très pratiqué. D'accord. Pas que c'est les Gurunsi seulement, mais il y a d'autres ethnies aussi. Comment on appelle ça? Les Pourlenga, là. Oui, c'est un pays Mouaga. Voilà. Le Pourlenga, c'est celle qui accompagne généralement la nouvelle mariée. Voilà. Bon, mais c'est vrai que ce n'est pas consommé dans le cas du Pourlenga. Ce n'est pas consommé, le mariage n'est pas consommé. Mais chez les Gurunsi, en fait, pour ce que je sais, en tout cas parce que la maman de ma grand-mère était Gurunsi. Ah, d'accord. Voilà, donc chez les Gurunsi, une femme peut donner sa sœur, sa demi-sœur, en mariage à son mari, soit parce qu'elle ne fait pas d'enfant, soit elle est fatiguée, soit elle est bien traitée, et soit elle aimerait que, voilà. Beaucoup de raisons. Pour plusieurs raisons, elle peut, et je veux dire, c'est codifié par la société. C'est réglementé, c'est réglementé, et il n'y a pas de en principe, il n'est pas censé y avoir de problème. Voilà. Alors, on est au terme du temps qui nous était imparti. Déjà? Oui. 1h30. C'est vite passé, absolument. On aurait aimé, et vous avez vu, nos téléspectateurs demandent est-ce que vous reveniez. Donc j'espère, mes mamans, que vous allez revenir. Avec plaisir. C'est chez vous ici. Donc vraiment, merci beaucoup, Madame Ouedraogo, pour les témoignages, pour les informations et vraiment pour le partage. Merci beaucoup. Également pour Maman Congo. Donc on vous accompagne à Koudougou et on espère avoir des extraits donc, sur les réseaux sociaux. Merci Philly. Merci Stéphanie, merci aux invités. Hein. Moi j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Absolument, on a beaucoup appris aujourd'hui. Et on vous dit également, à vous qui nous avez regardé, un grand merci pour votre temps, pour votre fidélité, pour les messages sur Facebook. Et à demain avec un autre sujet, de nouveaux invités pour ensemble encore continuer à apprendre et à partager. Prenez grand soin de vous et n'oubliez pas, l'Afrique est belle. Travaillons à la rendre encore plus grande. Au revoir et à demain.